Ok, salut gang, de retour. Alors, on est rendu au cours 2, c'est-à-dire le cours du mercredi, avec une autre section cette fois-ci. Celle-ci, par contre, vous allez avoir une évaluation là-dessus. On parle de je suis à la page 151 avec la section 5, l'encaisse. Dans cette section-ci, on va voir on va diviser en deux, soit la gestion de l'encaisse et la petite caisse. Petite caisse, peut-être que vous avez déjà entendu cette notion-là quelque part. On va la voir comme si vous avez à la traiter. Alors, l'enquête, écoutez, on l'a vu quand même pas mal depuis le début de la session. Vous vous rappelez que le compte d'enquête, c'est notre compte de banque. C'est le compte dans lequel il y a le plus de transactions d'effectuer. Alors, belle petite définition en haut de la page 152, dans laquelle c'est des sommes d'argent ou des valeurs détenues dans une caisse banque ou un compte bancaire qui peut être immédiatement utilisé. Donc, c'est des liquidités qu'on appelle. On appelle ça, l'autre nom qu'on donne pour l'encaisse, c'est aussi la trésorerie ou le flux de trésorerie. On peut voir comment c'est. Quand on dit dans une caisse, une somme détenue dans une caisse, ça peut être une caisse enregistreuse, un coffre-fort, n'importe quoi, mais c'est aussi le compte bancaire. Alors, composante de l'actif à court terme, on trouve normalement ce compte-là le premier quand on regarde au niveau des comptes du grand livre ou de votre charte de compte selon votre entreprise. Bon, ça sert évidemment à payer des dettes à court terme. Donc, c'est quoi les éléments de l'encaisse? Bien, c'est l'argent liquide, donc l'argent que vous avez dans une petite caisse ou dans une caisse enregistreuse, mais c'est aussi l'ensemble de vos comptes bancaires, parce que l'entreprise peut détenir plusieurs comptes bancaires. Vous avez d'autres items qui sont là-dedans, ça inclut la quasi-monnaie. Pour ceux qui ont jamais entendu ce mot-là, ben, c'est des placements à terme. C'est-à-dire qu'il y a comme une date d'échéance, mais tout ça à l'intérieur d'un an. C'est-à-dire que ça se peut que ce soit des placements à terme pour un mois. Alors, moins de 12 mois. Ou un équivalent de trésorerie qui sont aussi, ça s'appelle aussi des bons du trésor. Encore une fois, c'est encore des placements qui peuvent être échangeables en tout temps pour obtenir des liquidités. Quand on parle de liquidité, c'est de l'argent liquide, autrement dit. Alors, ça peut être, dans les deux cas, ça peut être changé rapidement pour avoir des fonds disponibles dans le compte d'encaisse. Toujours présenté par ordre de degré au bilan, donc du plus liquide au moins liquide, et c'est pour ça qu'on retrouve le compte d'encaisse en premier. Les autres comptes, comme des placements temporaires à une date fixe d'échéance qui dépasse 12 mois, les fonds d'amortissement, les comptes en fiducie, les obligations aussi que vous pouvez avoir sur votre encaisse, exigent plus un certain temps, donc plus de 12 mois à changer, donc ne sont pas considérés comme des comptes d'encaisse. Ces comptes-là, on va les voir, ça s'appelle des comptes spéciaux, on va les voir au chapitre 6, donc la section suivante. Alors, comment ajoute-t-on une encaisse? Ben, on a vu comment utiliser. Donc, à chaque fois qu'on faisait des paiements ou qu'on recevait de l'argent, c'était le compte d'encaisse qui était affecté, donc qui était aussi très souvent par les dépôts ou les retraits. Et d'où l'importance justement d'en faire une bonne gestion. Puis pour faire une bonne gestion, bien, vous devez avoir les outils nécessaires pour ça. Donc, idéalement, ce qu'on appelle un budget de caisse, puis aussi certaines formes de contrôle par rapport à ça. Les objectifs de la gestion de l'encaisse sont d'avoir assez de liquide dans le compte de banque pour payer nos dettes à court terme. Il faut comptabiliser avec exactitude les entrées et les sorties d'argent, donc les encaissements et les décaissements. Et enfin, l'objectif permet de prévenir toute forme de perte ou de vol ou de mauvaise comptabilité. Alors, avec à partir de là, vous êtes capable savoir s'il y a des erreurs, s'il y a eu des vols dans l'entreprise ou s'il y a eu des pertes simplement. Fait que les outils utilisés pour ça vont être justement le budget de caisse et le plan de contrôle. Alors, pour comprendre un peu en quoi consiste un budget de caisse, l'exemple que vous avez à la page 153 vous dit que vous avez une voiture qui vous dit, bon, je veux aller à Montréal, peut-être pas une bonne idée de ce temps-ci, mais vous voulez aller à Montréal. Quoi, Émilie? Oui, oui, tu peux aller aux toilettes, même si c'est pas la pause, pas de problème.
Bon, alors, je reviens, pardon. Émilie, tu me distrais. Bon, alors, vous voulez aller à Montréal, donc vous pouvez remplir votre réservoir d'essence full. Alors, mettons que vous avez un aller-retour à faire, on parle d'environ 300 km. Mais vous pouvez remplir votre réservoir full pour vous rendre aller-retour, mais est-ce que c'est nécessaire? Alors, pour moi, si je voudrais me rendre à Montréal avec le moins d'essence possible, normalement, je mettrais l'équivalent d'à peu près 300 km, mais j'en rajouterais un peu plus pour qu'il y aurait des embouteillages là-bas, ou qu'il y aurait des problèmes, ou qu'il y aurait un accident, puis que je serais pogné pour attendre. Fait que, mettons que j'en mettrais pour peut-être rouler en ordre de 400 km au lieu de 300, comme ça me prendrait le retour. À ce moment-là, ben, c'est la même chose pour le niveau du compte d'encaisse. Ça sert à rien de garder trop d'argent dans votre compte d'encaisse si elle n'est pas utilisée. Si, selon votre budget de caisse, vous savez que vous avez de la liquidité disponible, c'est aussi bien de prendre tout ce qui est en trop, puis l'investir dans des placements. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les placements vont vous permettre de recevoir des intérêts mensuels par rapport au montant que vous avez placé. Alors que si vous laissez dans le compte d'encaisse, cet argent-là dort et il n'est pas utilisé. Donc, moins de revenus possibles pour l'entreprise parce qu'à ce moment-là, les intérêts ne sont pas applicables sur un compte d'encaisse, mais plutôt sur des placements. Alors, c'est tout simplement de garder certaines liquidités dans le compte d'encaisse, mais pas trop. Juste assez pour payer les dettes, mais assez aussi pour les payer toutes. Et peut-être un petit peu plus en cas d'imprévu. Tout le surplus à ce moment-là est reporté dans des comptes de placement, vous permettant de générer des intérêts à ce moment-là. Alors, comme on dit en bas de la page 153, le budget de caisse devient à ce moment-là un outil pour déterminer les besoins de fonds à court terme ainsi que l'échéancier de ces besoins-là, parce que normalement, un budget de caisse est réparti par mois. D'ailleurs, la page 154, c'est ce que vous avez là. Là, vous allez me dire, tabarnouche, les chiffres sont petits, il y a beaucoup d'informations. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que sur les H, je vous ai rendu disponible le deuxième document, qui est une comptabilité de caisse, de budget de caisse d'ailleurs. Donc, c'est un fichier Excel que vous pouvez agrandir sur votre ordinateur, beaucoup plus simple que voir cette page-là 153. Puis là, on va voir chaque étape qu'on a. Alors, ce budget de caisse-là, si vous le regardez, si vous comparez un peu, je vous l'explique un peu en quoi ça consiste. Alors ça, c'est pour l'exemple, c'est pas bien mêlant, ce sont des outils que je me sers au travail. Alors, les sites historiques, vous comprenez que c'est un des miens. Alors lui, il est établi au 31 juillet. Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, si vous voyez dans la partie complètement à gauche, ce sont les noms des comptes. Okay? Donc, on a entre autres comme une opération des revenus de visiteurs, des ventes de boutiques, locations, etc., intérêts. Et plus loin, on a dans le milieu des revenus, des subventions, après ça, des projets qu'on peut avoir. Sur la deuxième page, on a les dépenses. Donc, un premier bloc qui sont les salaires, un deuxième qui sont au niveau du fonctionnement, un troisième pour les activités, là, il y avait le quatrième pour une activité bénéfice, mais sinon, par la suite, des frais de propriété et aussi des projets. Alors, au 31 juillet, vous avez déjà 4 mois de réaliser. Donc, les mois de avril, mai, juin, juillet sont des mois réels. Donc, les chiffres que vous voyez dans les colonnes, c'est pour ça qu'on voit à certains cas des zéros et d'autres des chiffres. Donc, c'est réalisé. Donc, ce que vous avez comme chiffre là, ce sont le réel pour les 4 derniers mois. Donc, vous faites ça à chaque mois. On a fait un au 30 avril, un au 31 mai, un au 30 juin et celui-là est au 31 juillet. Par contre, tout ce qui est après, à partir du mois d'août jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, ce sont des prévisions. Alors, c'est la tendance que ça va donner. C'est pour ça qu'on retrouve, entre autres, dans les dernières colonnes situées complètement à droite, vous avez à jour. La colonne à jour vous donne le cumul du réel, donc du mois d'avril au mois de juillet, plus ce qui s'en vient du mois d'août au mois de mars. Donc, le total de l'ensemble des colonnes, autant en réel qu'en prévision. Le prévu, bien, ce sont vos prévisions budgétaires que vous avez faites au début de l'année et la tendance sur laquelle vous devriez aller. L'écart, bien, l'écart se trouve entre l'écart entre ce que vous avez prévu et l'écart et la colonne à jour. Donc, la différence entre les deux pour voir justement si votre tendance est bonne. Et finalement, la dernière colonne, complètement à droite, cumulée, bien, ce sont vos mois réels cumulés. Donc,
avril, mai, juin, juillet, puisque ce budget de caisse-là est établi au 31 juillet. Donc, le cumul de ces 4 mois-là, c'est les chiffres que vous retrouvez dans la colonne complètement à droite. Donc, dans le bas des colonnes de revenus, vous avez le total pour chaque mois. Dans le bas de la deuxième page, vous avez le total pour exactement la même chose pour chaque dépense. Et si vous regardez le total, le solde du compte à la fin, ben écoutez, si la tendance se maintient, vous devriez avoir au 31 mars l'année prochaine un solde au compte de 9 466. Donc, c'est le montant qui va rester. Et là, si on regarde justement le solde au compte pour chaque mois, on voit qu'on a des certains montants. Regardez comme c'est quand. Si on regarde au mois de juillet, toujours, on a quand même une somme importante dans le solde. On a près de 30 000 pièces, 29 550 $. C'est là qu'on estime à savoir si on a besoin de garder tant de sous que ça dans le compte d'encaisse. Je pense qu'à ce moment-là, si on regarde les dettes à venir pour le mois d'après, on a 18 000 $. On pourrait prendre une partie de ce montant-là, de 9 000 $, puis le placer, puis avoir à ce moment-là du rendement par rapport à ça. Ça explique un peu l'utilisation d'un budget de caisse. Donc, c'est un peu comme une comptabilité qu'on a fait jusqu'à présent, mais beaucoup plus axée uniquement sur les entrées et les sorties d'argent. Donc, on ne tient pas compte des autres types de comptes. À la page 155, vous auriez dû normalement avoir un exercice là-dessus, mais cet exercice-là est conçu pour le faire en classe. Fait que, malheureusement, on ne le fera pas ici à distance. C'est pour ça que je ne vous ai pas ouvert les autres documents, puisque ça vous aurait donné absolument rien. C'est des outils à compléter qui sont vides de toute façon. L'exercice qu'on aurait dû faire en classe, et je vais terminer avec ça, parce que ça va terminer cette semaine d'ailleurs, c'est en fait, vous auriez eu des faux chèques et des fausses factures. Et il aurait fallu entrer tous les paiements que vous allez faire pour fixer ces factures-là, donc dans les dépenses, et tous les chèques, les sommes d'argent, les dépôts que vous avez encaissés, il aurait fallu les calculer également. Donc, vous auriez eu une liste d'encaissement, une liste de décaissement, et à partir de ces deux listes-là, le fichier que vous avez eu à la page 154, il aurait fallu mettre le mois d'août à jour. Donc, des factures et des chèques, des factures à payer et des chèques que vous avez reçus, des paiements que vous avez reçus pour le mois d'août. Il aurait fallu prendre la colonne du mois d'août et simplement changer ces informations-là pour ce qui était prévu au mois d'août, parce que c'est ce qui est prévu après le 31 juillet, là, mettre le réel. À ce moment-là, ça aurait causé des écarts, évidemment, mais c'est justement, vous avez votre prévision pour le mois d'août et avec les données de ce mois-là, vous auriez mis le réel pour ce mois-là. Pas facile d'expliquer ça à distance, mais écoutez, comme je vous dis, les évaluations vont être refaites en conséquence. Donc, ça terminait le cours pour cette semaine. Et ceux qui sont en retard, n'oubliez pas de récupérer votre retard sur la semaine passée. Et s'il vous plaît, essayez de vous tenir à jour parce que ça va quand même assez vite. Après cette semaine, il va nous en rester seulement 3. Alors, bon courage, gang. On se voit bientôt. Ciao.